PKF Arcilon et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de lancer et d'accompagner notre première conférence Arrêtez des comptes. Voilà, donc un peu comme un calendrier de l'Avent, nous avons souhaité vous donner une sorte d'avant-goût en ce début décembre des festivités comptables, fiscales, sociales et juridiques qui nous attendent pour cette clôture 2021. Donc un mois avant cette fin d'année, c'est l'occasion ensemble de découvrir ou de revoir les points clés d'attention qui devront nous accompagner pendant cette prochaine clôture. Pour ce faire, je suis accompagné durant cette heure et demie de nos meilleurs experts. Donc pour la partie comptable et fiscale, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés, si je puis dire, Carole Darbès et Jean-Stéphane Gay. Pour la partie consolidation, je serai accompagné de Claire Quillet et de Paul Berthou. Pour la partie paye et conseil social, ce sera Valérie Pasquier et Éric Boulet qui, à mes côtés, assureront le contenu technique. Et puis enfin, pour la partie juridique, une personne que bon nombre d'entre vous connaissent peut-être déjà, Alexandra Limberger, qui sera accompagnée de Karim Mahari. Voilà, dans cette conférence virtuelle, nous avons bien évidemment ouvert un chat qui vous permet de poser toutes vos questions. Nous essaierons de conserver, malgré un timing un peu serré, un petit temps d'échange sur la fin pour répondre à certaines d'entre elles. Ne nous en voulez pas si nous ne répondons pas à toutes ces questions, mais nous nous ferons fort de revenir vers vous, le cas échéant, avec des précisions pour les personnes qui n'auraient pas euh, eu les réponses en direct durant cette présentation. Voilà, avant de commencer ou de démarrer, je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter notre nouvelle identité et notre nouveau réseau PKF Arcilon. Donc PKF Arcilon est né en France très récemment, c'est un nouveau-né dans le secteur de l'audit, de l'expertise et du conseil en France. Et il est né de la séparation d'une partie des activités de PwC en France et plus particulièrement celles dédiées aux TPE, PME et ETI sur le territoire. Nous sommes donc présents dans 25 bureaux en France et notre organisation est animée par 60 associés, accompagnés de 800 collaborateurs en proximité. Au niveau international, le réseau PKF, qui préexistait à notre arrivée, est présent dans 150 pays, regroupe une vingtaine de mille de professionnels et génère un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose sans plus attendre de démarrer notre présentation avec l'actualité comptable et fiscale. Sur cette thématique, je vais donc passer la parole à Carole et préciser en amont, pour ceux qui sont intéressés, qu'un lien va vous être transmis à l'intérieur de cette webconférence, à la fin de cette webconférence, de façon à vous remettre les documents qui vont vous être présentés, déroulés durant notre conférence. Voilà, je te passe la parole, Carole, pour cette première partie, comptabilité et fiscalité. Et Carole va donc commencer sur les dispositifs en place de soutien aux entreprises dans le contexte Covid-19. Voilà, Carole, c'est à toi. Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette présentation. Avec Jean-Stéphane, on va vous faire un petit tour rapide sur les principales mesures fiscales et comptables à prendre en compte pour la clôture de vos comptes et vous présenter ensuite quelques actualités fiscales qui nous paraissaient importantes à signaler. Donc, on va commencer, comme l'indiquait Franck, sur un rapide tour des mesures de soutien aux entreprises qui avaient été mises en place lors de la crise sanitaire. Et pour commencer, vous précisez donc que ces aides, ce sont des aides d'État. Et ces aides, elles sont temporairement encadrées par la Commission européenne. Cet encadrement, il se traduit comment? Dans un premier temps, les aides doivent être validées en amont par la Commission européenne. Cela signifie qu'il faut déposer donc une demande de mise en place de mesures d'État et que cette demande sera ensuite validée par la Commission. La dernière demande en date qui a été validée pour la France par la Commission européenne, elle est très récente, elle date d'octobre 2021. Et c'est une mesure de soutien au commerce de détail et de services qui s'élève au total à un montant de 700 millions d'euros qui sera donc mise
très prochainement en place en France et elle s'adresse aux entreprises qui, bien sûr, ont été particulièrement touchées par les conséquences de cette pandémie. Ces aides et cet encadrement a été mis en place pourquoi? Pour éviter tout simplement des atteintes au principe de la libre concurrence entre les États et les entreprises de chaque État au sein de notre marché unique, donc au sein de l'Union. Ces aides, elles font l'objet d'un plafonnement par la Commission. Ce plafonnement s'apprécie dans deux mesures. Il s'apprécie déjà au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et elle s'apprécie ensuite selon la nature de l'aide et non pas aide par aide. Il faut savoir qu'il y a deux principales catégories d'aides qui ont été mises en place par les États. Ce sont d'abord les aides d'un montant limité. On pensera par exemple aux aides versées au titre du Fonds de solidarité, pardon, ou encore les exonérations et aides au paiement des cotisations. Et ensuite, on a des aides qui sont versées sous forme de soutien. Donc, on pensera aux aides de coûts fixes qui, par exemple, vont couvrir les coûts fixes ou prendre en charge les coûts fixes des entreprises. Elles sont d'un montant donc, qui n'est pas fixe. Pour la première catégorie d'aide, le plafond a été relevé très récemment. Il avait été déjà relevé en début d'année 2021. Là, très récemment, il a été relevé à 2,3 millions d'euros par entreprise. Et pour les aides dites coûts fixes, on est sur un plafond de 12 millions d'euros par entreprise. Ces aides que va nous présenter Jean-Stéphane tout de suite. Merci Carole de ces précisions contextuelles. Jean-Stéphane, peux-tu nous parler, nous en dire un petit peu plus concernant la comptabilisation maintenant de ces aides d'État et quelles sont les préconisations de l'ANC en la matière? Bonjour à tous. Alors effectivement, l'ANC s'est prononcée et donc recommande de comptabiliser ces aides dès lors que l'entreprise respecte les conditions de fonds sur les aides. C'est-à-dire concrètement, vous pouvez comptabiliser ces aides donc au moment où vous déposez les dossiers pour faire ces demandes. Vous pouvez également le faire un petit peu avant le dépôt des dossiers, dès lors que vous êtes certain de bien respecter l'ensemble des conditions de fonds. Pour la comptabilisation, veillez donc à bien vérifier l'ensemble des plafonds qui ont été évoqués tout à l'heure, juste à l'instant par Carole. Et donc, vous allez utiliser donc un compte 74 en subvention d'exploitation pour les aides qui sont dites générales et non affectées, en contrepartie d'un compte de produits à recevoir en attendant d'avoir reçu la partie cash. Et pour les aides qui sont plus affectées directement à des coûts, notamment les aides, les réductions de charges sociales, eh bien, vous allez les mettre au crédit des comptes de charges concernés qui sont donc affectés. Et fiscalement, on a une petite particularité ici, c'est que seules les aides versées au titre du Fonds de solidarité et les aides à la reprise d'un fonds de commerce seront exonérées d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés. Les autres constitueront donc un produit imposable classique. Merci Carole. Un point central dans le dispositif Covid mis en place par le gouvernement, c'est bien évidemment les prêts garantis par l'État, les PGE. Jean-Stéphane, peux-tu nous rappeler un petit peu le mode de fonctionnement des PGE et nous tenir au courant des délais et des prorogations de souscription possibles de ces PGE tels que dernièrement annoncés? Donc, ces PGE étaient disponibles jusqu'au 31 décembre 2021 et ce dispositif donc, a été prorogé jusqu'au 30 juin 2022. Donc, vous allez toujours pouvoir en bénéficier si vous n'avez pas encore utilisé cette mesure. Vous pouvez désormais continuer à le faire jusqu'au 30 juin 2022. Comptablement, ces PGE donc, sont inscrits en compte 164, comme l'ensemble des prêts auprès des établissements bancaires. Et vous porterez une attention particulière aux mentions dans l'annexe que vous indiquerez, notamment concernant le différé de remboursement
que vous avez choisi de faire. Donc, ce différé peut être d'1 an. Il a été prorogé. Il peut également donc se faire sur 2 années maintenant. Et le remboursement de cet emprunt peut être amorti donc sur une durée jusqu'à 5 années, sachant que l'ensemble du différé plus la durée du remboursement de l'emprunt ne peut pas excéder 6 années. Donc, une comptabilisation assez classique et une petite attention donc sur les informations dans l'annexe si ce PGE est significatif pour vous. Et il y a une petite précision ici à apporter aussi, c'est qu'il faut rappeler que les grandes entreprises qui ont pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État se sont en 2020 engagées à ne pas verser de dividendes ni de primes à leurs dirigeants au titre de l'année où elles ont souscrit au prêt garanti par l'État. À préciser qu'elles ont pu recommencer à verser des dividendes en 2021, puisque cet engagement ne vaut que pour l'année durant laquelle on souscrit ce prêt garanti par l'État. Une petite précision aussi, le dispositif a été ouvert à certaines SCI, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, pas toutes les sociétés civiles immobilières, bien entendu, mais certaines SCI, comme par exemple les SCI de construction-vente, donc qui auront plutôt un objet commercial et d'objectif de bénéfice. Merci, merci Carole. Parmi les autres mesures de soutien, le gouvernement a prévu, sous réserve de l'absence de lien de dépendance, la neutralisation des abandons de loyers qui avaient été consentis par les bailleurs locaux professionnels relevant de l'IR ou de l'IS entre avril 2020 et le 30 juin 2021. Carole, peux-tu refaire un petit peu le point sur le dispositif en place et les mesures et le niveau des incitations fiscales qui lui sont liées? Oui, bien sûr, Franck. Alors ça, c'était une autre mesure qui a été mise en place assez tôt, en 2020. L'objectif était en fait, bien entendu, d'encourager les bailleurs qui soient soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, de consentir en fait des abandons de créances, donc de refuser de percevoir les recettes de leur loyer lorsqu'elles étaient afférentes à des locaux commerciaux. Et pour encourager pardon, les bailleurs à se faire, on a neutralisé les conséquences fiscales de ces abandons de loyer. Comment cette neutralisation se traduit-elle? Tout simplement, pour les bailleurs soumis à l'impôt sur les sociétés, cet abandon de loyer est déductible du résultat fiscal. Pour un bailleur qui serait soumis à l'impôt sur le revenu, cet abandon ne constitue pas un produit imposable et il faut préciser pour les bailleurs à l'impôt sur le revenu que les charges demeurent quant à elles déductibles. Donc, comme tu le rappelais, Franck, il y a 2 conditions à cela. C'est que déjà, il faut que l'abandon de loyer soit consenti donc, entre le 15 avril 2020 et décembre 2021. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un lien de dépendance entre le bailleur et, et le locataire. Et il faut préciser aussi que cette mesure, elle ne concerne que les véritables abandons de loyer, donc un refus de la part du bailleur de percevoir une recette, puisque un simple étalement dans le temps du paiement ou un délai de paiement, par exemple, des loyers, n'est pas concerné par cette mesure favorable. Merci, merci Carole de ces précisions. Parmi les questions qui se posent, il y en a une un peu nouvelle que nous n'avions pas connue depuis de nombreuses années. C'est celle de la détermination des coûts de la production des stocks. Effectivement, les entreprises ont dû se réorganiser pendant cette période de Covid, investir dans les mesures barrières, acheter des gels hydroalcooliques, des masques. Comment ces coûts particuliers, un peu supplémentaires, doivent être pris en compte dans la détermination du coût de production des stocks? Jean-Stéphane, peux-tu nous en dire un peu plus? Donc effectivement, est-ce que ces dépenses peuvent être incorporées au coût des stocks? Je vais vous rappeler ce que précise le PCG, hein, puisque finalement c'est la référence. Le coût de production des stocks, il comprend tous les coûts qui sont directement liés à l'unité produite.
Donc, une fois qu'on a dit ça, ben, on peut effectivement se dire que les coûts de masques de gel hydroalcoolique qui sont utilisés par les personnes qui vont produire des différents produits, différents articles, ben, peuvent rentrer dans la définition du PCG et donc peuvent être incorporés au coût de stock. Se pose la question donc de ces petites dépenses qui ont été faites pour l'ensemble des personnes et notamment dans les bureaux. Donc là, il va falloir séparer peut-être par une comptabilité analytique ou par divers autres moyens pour ne pas intégrer l'ensemble des achats de masques, mais bien ceux qui sont utilisés par les ouvriers ou les agents en charge de l'exploitation. Le PCG préconise aussi que ces coûts ne doivent pas être anormaux et anormalement élevés. Et enfin, petite précision également, il n'est pas question d'aller inclure dans le coût du stock les coûts liés à la sous-activité qui a pu intervenir à cause des restrictions, notamment de circulation ou des fermetures de points de vente. Merci, merci Jean-Stéphane. Autre point, nos clients nous ont alertés sur un sujet très pratico-pratique, qui est celui de l'amortissement des immobilisations en place durant cette période Covid. Effectivement, un certain nombre d'outils industriels n'ont pas pu être utilisés correctement ou pas du tout utilisés. Et dans ce contexte, des questions se posent sur la possibilité de réviser le plan d'amortissement ou de différer un certain nombre d'amortissements d'immobilisation corporelle utilisés durant cette période. Peux-tu, Jean-Stéphane, nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors Franck, c'est moi qui vais reprendre cette partie. En effet, c'est une mesure qui a été mise en place pour venir en soutien donc, aux entreprises qui ont subi un arrêt ou une réduction significative et temporaire de leur activité et qui en effet n'ont pas utilisé partie de leurs immobilisations. Ces entreprises, on leur offre la possibilité d'arrêter ou de réduire de façon exceptionnelle l'amortissement de leurs immobilisations. Uniquement celles qui sont amorties selon le mode linéaire. Donc, deux conditions pour pouvoir bénéficier de cette mesure. L'immobilisation en cause doit subir l'usure par l'utilisation effective de l'immobilisation et donc de la machine et non par le temps qui passe, puisqu'on part du principe par définition que pendant l'arrêt ou la réduction d'activité, l'immobilisation n'a pas été beaucoup ou peu utilisée. L'entreprise doit également être en mesure de démontrer que l'amortissement linéaire qui avait été mis en place à l'origine correspond à un niveau d'utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d'œuvre pertinente. Comment cela va se concrétiser? Les entreprises pourront réviser de manière prospective leur plan d'amortissement. Et lorsqu'il s'agit d'une petite entreprise, les petites entreprises pourront quant à elles reporter à la fin de leur plan d'amortissement les amortissements qu'elles auront ainsi différés. Il est à noter que petites entreprises, donc est entendu la notion de petites entreprises, est entendue au sens de l'article L123-16 du Code de commerce. Donc, ce sont les entreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants, un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 12 millions, un total bilan de 6 millions d'euros, inférieur à 6 millions d'euros, ou un effectif salarié inférieur à 50. Comment cela va se concrétiser dans les comptes de la société? Donc, si les amortissements selon les unités d'œuvre sont inférieurs aux amortissements qui sont constatés de manière linéaire, alors les entreprises pourront passer un amortissement dérogatoire. Et s'il y a des changements significatifs sur les estimations de l'exercice, ils seront bien évidemment à reporter en annexe des comptes. Merci Carole d'avoir saisi la balle au bon. Mais comme nous y sommes, pourrais-tu nous parler un petit peu des taux d'IS applicables pour les exercices ouverts en 2021 et 2022, de façon à nous remettre un petit peu ces éléments-là en tête? Oui, bien sûr. Donc,
On avait commencé en 2018 avec la loi de finances de 2018. On avait entamé une baisse du taux de l'IS dont l'objectif était d'arriver à 25% pour toutes les sociétés en 2022. Et donc cette baisse et cet objectif a été atteint puisque en 2022, toutes les sociétés seront soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 25%, exception faite, bien entendu, au taux réduit de l'IS de 15%, qui continuera à s'appliquer pour les PME ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions et sur la fraction du bénéfice n'excédant pas 38 000 euros. Il est à noter que le seuil de chiffre d'affaires a été élevé à 10 millions pour pouvoir bénéficier du taux de réduit de l'IS, alors qu'il était précédemment à 7,6 millions d'euros. Donc, on est quand même sur une mesure qui est assez favorable pour tout le monde. Dans le champ des bonnes nouvelles, je crois qu'on a quelques annonces qui effectivement étaient effectives à partir de 2021 concernant la CVAE, Carole. Oui, exactement. La CVAE a été en effet abaissée également avec la suppression de la part régionale qui correspondait en fait à 50% du montant, enfin du taux de la CVAE, donc du montant de la CVAE qui était reversé aux régions. Cette suppression donc, de la part régionale sera compensée par des recettes de TVA qui seront reversées aux régions. À titre d'exemple, pour illustrer cette baisse, une entreprise avec un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 50 millions d'euros sera redevable de la contribution donc, sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 0,75% uniquement. Comme tu le disais, Franck, cette mesure s'applique déjà puisqu'elle s'applique aux cotisations dues au titre de l'année 2021 déjà. Parallèlement donc à cette diminution du taux de la CVAE, la contribution minimale a également été divisée par 2 puisqu'elle passe de 250 € à 125 €. Cette contribution minimale, elle est due, on le rappelle, par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 500 000 €. Le dégrèvement complémentaire pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 2 millions d'euros a également été réduit de moitié et il n'y a que la taxe additionnelle à la CVAE qui, elle, a été doublée et ce, afin de préserver les ressources de la Chambre du commerce et de l'industrie. Très bien, très bien. Nous parlons là des sociétés. Peut-être un rapide mot sur les personnes physiques, les BNC, au titre de la majoration dont ils souffraient lorsqu'ils n'adhéraient pas à un centre de gestion agréé et au titre des réductions d'impôts Madelin dont ils peuvent éventuellement bénéficier. Oui, Franck. Donc, la majoration qui était applicable aux personnes physiques, donc aux entreprises personnes physiques, qui étaient soumises à l'impôt sur le revenu, les résultats de ces personnes étaient systématiquement majorés de 25%, ce qui représentait quand même un coefficient multiplicateur de 1,25 du résultat avant impôt lorsqu'elles n'adhéraient pas à un centre de gestion agréé. Il y avait quelques exceptions, par exemple quand ces entreprises avaient recours à des experts comptables, mais cela signifiait quand même que le résultat imposable était multiplié et était majoré. Cette mesure, elle a été supprimée déjà par la loi de finances pour 2021. Cette suppression, encore une fois, comme pour le taux de l'IS, pardon, elle est progressive puisque la majoration ne sera supprimée qu'à compter de 2023. Donc en 2021, on est à une majoration de 15% et en 2022 de 10%, pardon. Voilà, donc elle est amenée à se disparaître à compter de 2023. Concernant la réduction d'impôt Madelin, qui, on le rappelle, est une incitation pour les personnes physiques à investir au capital de certaines PME, c'est une réduction d'impôt qui était de 18% dans un montant limite de 50 000 € ou de 100 000 € selon la situation de la personne, la situation de son foyer fiscal.
Cette réduction, elle a été augmentée temporairement. Elle est passée à 25%, donc ce qui est quand même significatif, pour les investissements faits jusqu'au 31/12/2021. Sous réserve de validation de la Commission européenne, puisqu'il s'agit ici encore une fois d'une aide d'État, elle pourrait être prolongée jusqu'aux investissements faits jusqu'en fin 2022. Donc ce serait quand même une bonne nouvelle également. Merci Carole. Avant de redonner la parole à Jean-Stéphane, je voulais juste poser une dernière question qui concerne les associations. Je crois que depuis le début 2021, il y a quelques nouveautés, notamment pour les associations qui délivrent des reçus fiscaux. Oui, tout à fait. Donc, les associations qui délivrent des reçus fiscaux, elles délivrent des reçus fiscaux pour pouvoir faire bénéficier aux personnes donc, qui font des dons, pouvoir leur faire bénéficier d'une réduction d'impôts. Ces réductions d'impôts, elles peuvent être parfois très significatives, puisque en matière d'impôts sur la fortune immobilière, d'IFI, elle peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc, c'est des mesures qui sont très intéressantes pour les personnes qui font des dons. Dans une optique de contrôle d'éligibilité de ces associations, puisque toutes les associations ne peuvent pas délivrer des reçus fiscaux. Donc, dans un souci de contrôle de ces réductions d'impôts, au final, l'administration a mis en place une mesure qui oblige donc ces associations à souscrire à une déclaration complémentaire. Cette déclaration complémentaire, elle doit mentionner, le montant global des dons, enfin des dons que l'association aura reçus et pour lesquels elle aura émis des reçus fiscaux, et le nombre total également de reçus fiscaux qu'elle aura émis. Cette déclaration, elle sera à souscrire dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, ou début mai pour les exercices qui coïncident avec l'année civile. Et la mesure concerne en effet les dons et versements que les associations ont reçus à compter du 1er janvier 2021. Donc c'est déjà à l'ordre du jour, ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Merci Carole. Passons à une partie extrêmement importante, celle de la réévaluation des actifs. Comme vous le savez, la loi de finances 2021 avait réintroduit la possibilité dans un dispositif fiscal avantageux de pouvoir pratiquer des réévaluations d'actifs dans le bilan des entreprises, de manière en conséquence pouvoir renforcer les fonds propres de ces entreprises qui avaient souffert ou qui ont souffert de cette période Covid. Ce dispositif était relativement novateur puisqu'il il remplaçait un dispositif des années 70 qui était celui de la révolution libre. Et l'ancien dispositif, s'il était intéressant d'un point de vue comptable, était assez repoussant d'un point de vue fiscal puisqu'il obligeait à une fiscalité immédiate des actifs réévalués. Donc le nouveau dispositif en place qui a été introduit par l'article 31 de la loi de finances 2021 va véritablement s'appliquer à la fin de cette année 2021, puisque les entreprises concernées auront probablement eu le temps de réaliser cet exercice et cette possibilité qui est ouverte. Jean-Stéphane, peux-tu nous redécrire ou nous décrire les principes de la réévaluation telle qu'envisagée d'un point de vue comptable? Alors effectivement, ce dispositif, il existait auparavant. Sa nouveauté tient un petit peu dans la fiscalité qui y sera attachée. Et donc, Carole vous en parlera. Moi, je vais vous rappeler brièvement donc, le principe de cette réévaluation libre. Donc, on peut réévaluer l'ensemble des immobilisations corporelles et financières. Les immobilisations incorporelles sont exclues du champ d'application de cette mesure. Et c'est bien l'ensemble des immobilisations financières et corporelles qui doit être réévalué. On ne peut pas réévaluer qu'une partie ou l'autre. Et on ne parle pas évidemment des stocks ou des valeurs mobilières de placement. Concrètement, il vous faudra donc déterminer la valeur de réévaluation et l'écart de réévaluation sera la différence entre la valeur nette comptable inscrite en comptabilité et la valeur d'utilité du bien
à laquelle vous souhaitez faire la réévaluation. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour faire cet exercice. Mais par contre, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas le faire une fois à la clôture 31/12/2021 et une fois à la clôture du 31/12/2022. Donc, une seule fois cet exercice. La contrepartie de l'écart de réévaluation qui sera inscrit en IMO, c'est les comptes de capitaux propres. Donc, ça a un impact direct sur la présentation de vos comptes annuels et ça vient augmenter, donc renforcer vos fonds propres et améliorer dans ces conditions les ratios, notamment l'endettement sur fonds propres, qui vous permet donc vis-à-vis de vos banques de pouvoir emprunter peut-être un peu plus. Ce dispositif est intéressant aussi parce que cette contrepartie en capitaux propres, elle est distribuable alors pas tout le temps, mais lors des sessions de l'immobilisation sous-jacente qui a été réévaluée. Elle peut être incorporée au capital social en cas d'augmentation si nécessaire. En revanche, vous ne pourrez pas l'utiliser pour imputer des pertes à venir ou des pertes antérieures qui pourraient exister. Donc le traitement fiscal de l'opération, c'est vraiment le côté un petit peu novateur qui a été apporté ici par la loi de finances 2021, puisque, on le rappelle, le régime général voulait en fait une imposition immédiate de l'écart de réévaluation et donc une imposition immédiate de cette plus-value qui avait été constatée. En revanche, on avait quand même la possibilité d'imputer donc cette plus-value sur des déficits antérieurs. Encore fallait-il que l'entreprise ait des déficits pour que cela soit arrangeant pour elle. Donc pour les entreprises qui avaient des déficits importants, c'était pas tellement dérangeant, mais pour les autres, ça représentait quand même un impact fiscal qui était conséquent. La loi de finances pour 2021 a introduit un principe de neutralisation des effets fiscaux de cette réévaluation. Cette mesure, elle n'est que temporaire puisqu'elle s'appliquerait jusqu'à décembre 2022. Et elle permet en fait tout simplement de différer dans le temps l'impact fiscal de cette réévaluation selon la nature amortissable ou non de l'actif réévalué. Donc, comment on procède? On procède de la manière suivante. Donc, les actifs amortissables, la loi de finances, pour les actifs amortissables, pardon, la loi de finances prévoit un étalement tout simplement de l'imposition, soit sur 15 ans, lorsqu'il s'agit de construction par exemple, ou de plantation, ou encore d'agencement sur des terrains amortissables, et un étalement sur 5 ans simplement pour toutes les autres immobilisations amortissables. S'agissant des actifs non amortissables, la loi de finances prévoit un sursis d'imposition, donc une imposition qui ne sera due qu'au jour de la cession de l'actif et pas avant. Merci, merci Carole. Un autre point qui est toujours un point assez mouvant dans notre fiscalité, notre comptabilité française, c'est celui de l'inscription, de l'évaluation et de l'amortissement comptable et fiscal des fonds de commerce. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous rappeler le dispositif en place et nous indiquer les nouveautés prévues au projet de loi de finances 2022? Oui, tout à fait. Alors, il faudrait qu'on passe à la slide d'après. Comme ça, on aura, voilà, le schéma, ce sera plus facile avec un schéma. Ce principe, donc en comptabilité, le principe est le suivant, c'est qu'un fonds commercial est présumé non amortissable. Un fonds commercial, déjà, il faut rappeler que c'est un élément du fonds de commerce, c'est un élément résiduel du fonds de commerce qui comprend notamment la clientèle, l'achalandage, le non commercial. Et donc, comptablement, on part du principe qu'il n'est pas amortissable dans la mesure où il est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée dans le temps. Donc, les entreprises sont obligées de passer un test de dépréciation chaque année. Cette présomption, elle n'est pas irréfutable puisqu'il peut être établi que le fonds commercial a une durée de vie, donc en somme une durée d'exploitation
prévisible, ce qui signifie qu'il n'est pas éternel. Et dans ce cas-là, il doit être, c'est une obligation comptablement, il doit être amorti sur la durée prévisible de son exploitation. Lorsque cette durée, elle ne peut pas être définie avec certitude, dans ce cas-là, il est admis qu'il soit amorti sur une durée de 10 ans. Et à ce principe comptable, il existait une exception qui concerne les petites entreprises. Les petites entreprises peuvent systématiquement amortir leur fonds commercial sur 10 ans, et cela quand bien même il n'existe pas de durée prévisible à l'exploitation de ce fonds. Pourquoi on permet ça aux petites entreprises? On leur permet tout simplement d'amortir leur fonds commercial pour leur éviter de passer systématiquement des tests de dépréciation, puisque ce sont des tests dont la mise en œuvre est souvent lourde. Fiscalement, qu'en était-il? Fiscalement, la jurisprudence et la doctrine administrative permettaient de déduire les amortissements seulement quand la durée d'exploitation du fonds était prévisible. Donc l'exception pour les petites entreprises n'était pas reprise en fiscalité. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé très clairement, très récemment en septembre de cette année, par le Conseil d'État dans un avis qu'il a rendu à ce sujet. Le projet de loi de finances s'est penché également sur la question et il prévoit d'inscrire dans la loi de manière très générale le principe de non-déductibilité fiscale, donc de non-amortissement fiscal du fonds de commerce. Il serait inscrit à l'article 39.1 du Code général des impôts. Et ce principe vaut même lorsque la durée d'exploitation serait limitée et prévisible, la durée d'exploitation du fonds. Il y a quand même une exception à cela pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31/12/2025. On avait dit 2023, mais on est passé jusqu'à 2025. Pour les fonds acquis durant cette période-là, l'amortissement fiscal demeurera déductible. Merci, c'est extrêmement clair. Et effectivement, c'est un point qu'il faut retenir. Autre sujet, qui est un sujet d'actualité d'un point de vue économique, mais pas forcément d'un point de vue comptable et fiscal, qui nous a semblé bon de rappeler, c'est celui des abandons de créances. Effectivement, durant cette période Covid, un certain nombre de groupes, notamment, ont procédé à des abandons de créances à caractère commerciaux ou financiers au bénéfice de leurs filiales. Il nous a semblé important de rappeler le dispositif comptable et fiscal qui s'articulait autour de cela, de manière à ne pas tomber dans les pièges que l'administration fiscale pourrait nous tendre ou des situations que cette dernière pourrait critiquer. Voilà, Carole, peux-tu nous faire un bref rappel sur ce sujet? Oui, donc on parlait tout à l'heure des abandons de loyer, les abandons de loyer qui sont tout simplement des abandons de créances. Donc on est en plein dedans, encore une fois. Il faut savoir sur les abandons de créances qu'il en existe deux types. Il existe l'abandon de créances à caractère commercial et l'abandon de créances à caractère financier. Dans tous les cas, un abandon de créance doit toujours être fait dans l'intérêt de l'exploitation. Maintenant, cet intérêt peut différer selon le type d'abandon. S'agissant d'un abandon commercial, l'intérêt doit résider dans le maintien des relations commerciales entre les deux entreprises. Il doit résulter d'un acte normal de gestion, donc il doit avoir une contrepartie. S'agissant des abandons de créances à caractère financier, quant à eux, l'intérêt réside le plus souvent dans la survie d'une filiale ou d'une société mère, donc dans la survie financière. Donc ce sont des abandons qui sont le plus souvent consentis au sein de groupes, au sein d'entreprises liées, qui entretiennent des liens capitalistiques et des liens financiers. Donc déjà, il faut être au clair sur quel abandon de créance, sur quel type d'abandon de créance on se situe,
puisque les conséquences fiscales de ces abandons ne sont pas les mêmes. S'agissant des abandons de créances de nature commerciale, donc un abandon qui serait consenti par une société qui entretient des bonnes relations commerciales avec une autre, cet abandon commercial est déductible pour la société qui le consent, mais demeure un produit imposable pour la société qui le reçoit. S'agissant des abandons de créances à caractère financier, ce sont des abandons qui ne sont ni déductibles, mais qui constituent des produits imposables. Pardon. Donc il y a vraiment une double imposition des abandons de créances à caractère financier. Il y a une exception à cela, c'est lorsque l'abandon est consenti à une société qui fait face à des difficultés financières et qui est mise sous une procédure soit de redressement, soit de sauvegarde, ou alors qui fait l'objet d'une conciliation. Pour ces entreprises-là, l'abandon sera déductible pour la société qui le consent, mais seulement à hauteur de la situation nette négative de la société qui bénéficie de cet abandon. Et l'excédent, donc qui n'aura pas été déduit, sera déductible à hauteur de la fraction de capital détenue par les autres actionnaires, donc celles qui n'ont pas participé à l'effort d'abandon de la créance. Et il faut préciser que la fraction qui n'aura pas été déduite par la société qui consent l'abandon sera un produit imposable pour la société, un produit non imposable, pardon, pour la société qui le reçoit, si cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la société qui consent l'abandon. Donc, il faudra faire attention à ces points-là, donc à bien savoir dans quelle catégorie d'abandon on se situe, pour ne pas avoir des surprises quant aux conséquences fiscales de ces abandons. Et il faudra faire attention aussi aux abandons disproportionnés à caractère commercial qui pourront être requalifiés, le cas échéant, en abandon à caractère financier. Donc, il y a quelques points qu'on voulait rappeler pour ne pas avoir de surprise. Donc, il faut déjà, comme on l'avait dit, éviter de tomber dans la requalification de l'abandon commercial en abandon financier. Pour cela, ce qui est important à faire, c'est déjà toujours dans un premier temps matérialiser cet abandon. On peut le matérialiser de plusieurs façons. On peut passer par exemple une convention d'abandon de créance, ou alors on peut tout simplement émettre une facture. Il faudra faire attention aussi à la rédaction de cette convention, le cas échéant, insérer peut-être une clause de retour à meilleure fortune. Qui permettra aux créanciers de récupérer une partie de cet abandon dans le cas où le débiteur retrouverait une meilleure santé financière. Et il faut surtout mentionner à la clôture de ces comptes cet abandon, comme étant un événement significatif, bien sûr, de l'exercice passé. Merci, merci Carole. Alors, sans que l'on détaille les 2 slides suivants, on vous a communiqué dans le support qu'on va vous remettre 2 points d'attention qui ne sont pas des nouveautés, mais pour lesquels il nous semblait important de vous redonner quelques éléments. C'est les critères de comptabilisation d'une provision, parce que durant cet exercice un peu chahuté, on peut avoir des discussions autour de ça. Et puis également un point d'attention sur la dépréciation des titres de participation. Donc, pour clore cette dernière partie comptable et fiscale, je vais passer la parole à Jean-Stéphane pour nous parler un petit peu d'une nouveauté, qui est l'examen de conformité fiscale, l'ECF, qui a été mise en place dans le cadre de l'amélioration de la relation de confiance entre les acteurs et les acteurs économiques et la DGFiP. Jean-Stéphane, peux-tu nous parler brièvement de cette nouveauté 2021? Alors, je vais essayer de faire bref. Effectivement, donc cet examen de conformité fiscale, est applicable depuis début 2021.
Concrètement, il est réalisé par les professionnels du chiffre, donc les experts comptables ou commissaires aux comptes, et il permet de faire un contrôle fiscal à blanc, je vais utiliser le terme, pour tester un certain nombre de pratiques avant l'intervention de l'administration fiscale. Les textes ont prévu 10 points d'intention qui sont bien inscrits dans l'article et que vous voyez sur l'écran. Je ne vais pas tous les détailler, mais ça permet de vraiment cadrer cet examen de conformité fiscale. Et l'avantage, au-delà de faire ce petit exercice de contrôle fiscal, ça vous permettra derrière d'être dispensé d'intérêt de retard si ces points-là font l'objet d'une mention dans ce rapport et donc sont après contestés par l'administration fiscale et donc sont soumis à intérêt ou pénalité de retard. Ben là, vous pourrez bénéficier, dans la mesure où vous êtes de bonne foi, de la dispense de ces intérêts. Cet examen de conformité fiscale, donc, il est engageant puisqu'il sera transmis à l'administration fiscale après avoir été réalisé, donc dans un premier temps en PDF, par la suite avec la déclaration de résultats par voie TDFC. Voilà ce qu'on peut brièvement rappeler sur cet examen. Merci à vous deux pour cette brillante présentation qui nous éclaire sur la matière comptable et fiscale en cette fin d'année. On va faire maintenant un rapide détour par une matière souvent complexe où les IFRS se mêlent aux normes françaises en matière de consolidation avec l'avènement du nouveau règlement en matière de consolidation. Donc j'ai à mes côtés Claire et Paul, nos deux experts en matière de consolidation et qui vont nous parler du nouveau règlement et des points clés à en retenir de façon, je l'espère, concise. Voilà. La parole est à vous. Merci Franck. On va essayer de le faire de façon concise. Donc, je vais vous présenter avec Claire donc les évolutions sur la consolidation française qui ont été importantes cette année. Le législateur a homologué il y a à peu près un an un nouveau règlement, le règlement ANC 2020-1. Il est applicable pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'il va être applicable sur la clôture 31/12/2021, pour les clôtures décalées de septembre, de juin, si vous êtes soumis à ces clôtures décalées, il sera applicable seulement pour l'exercice 2022. Alors, on peut se poser une question légitime de justement ce nouveau règlement. Pourquoi le législateur a mis en place ce nouveau règlement? En fait, il répond à un double objectif. L'objectif numéro 1, c'est de simplifier les sources multiples des règles qui régissaient la consolidation en France. Comme vous le voyez sur l'écran, il y avait 6 règlements auparavant et désormais, il n'y en a qu'un seul, donc l'ANC 2020-1, qui fusionne les différents règlements précédents. Le deuxième objectif est d'assurer une meilleure connexion et une cohérence avec le PCG. Alors, personnellement, et d'autres consolidateurs aussi, ont été surpris par cette position. Les derniers règlements sur les comptes consolidés françaises visaient une convergence avec l'IFRS. Et l'ANC prend une position inverse, donc en cherchant à réconcilier le PCG et les comptes consolidés. Cet objectif se traduit fortement dans la définition qu'on va vous présenter dans le slide suivant, donc se traduit fortement dans la définition des méthodes comptables applicables aux comptes consolidés. Auparavant, il y avait des méthodes comptables optionnelles et désormais elles sont devenues obligatoires. La plus frappante est celle qui concerne les écarts de change qui avant étaient traduits dans le PNL et désormais les écarts de change vont rester au bilan. Le deuxième point sur la modification, c'est le principe de substance. Vous savez, en consolidation, on s'attache toujours à avoir une traduction économique avec le substance over form. Et ce principe de substance a été supprimé dans ce nouveau règlement. Et donc, il va falloir désormais s'attacher plus précisément à une analyse juridique. Donc, cette divergence, on peut dire, cette divergence assumée de l'ANC
va résulter de 2 cultures comptables en matière technique de consolidation en France. Donc une qui va s'adapter à des groupes non cotés et l'autre, les IFRS, à des groupes donc plus significatifs qui seront comptés. Merci Paul. Effectivement, ce sont des changements dans les principes qui sont d'importance. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments quant aux dates d'application et aux méthodes d'application, qu'elles soient prospectives ou rétrospectives? Tout à fait. Donc, ce règlement donc, va s'appliquer pour la première fois au 31/12/2021 et donc il doit s'appliquer de manière prospective. C'est-à-dire qu'il porte sur les opérations et les contrats qui sont survenus après la date donc, du 1er janvier 2021. Il n'y a pas de possibilité donc, d'application anticipée sur ce règlement. Toutefois, il faut le préciser qu'il est possible, sur option, il est possible d'avoir une application rétrospective sur 4 éléments qui sont listés là. Donc la comptabilisation du crédit bail, l'étalement de la prime d'émission de remboursement et des frais d'émission des emprunts. En troisième, c'est la comptabilisation en charge des frais d'établissement. Et le dernier, c'est l'activation des droits de mutation, honoraires et commissions et les frais actes liés à l'acquisition. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette option d'appliquer le traitement de façon rétrospective n'a pas d'impact donc sur le PNL et aura uniquement un impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2021 à l'ouverture de l'application de ce traitement. Merci, effectivement, un petit peu de travail en perspective. Mais de façon très concrète par rapport à ce que tu évoquais, Paul, est-ce que Claire, tu pourrais nous donner quelques éléments de détail de ce qui concrètement va changer en termes d'application des méthodes comptables en consolidation? Oui, en effet, certaines méthodes étaient préférentielles et maintenant on ne parle plus de méthodes préférentielles, celles-ci deviennent obligatoires, pour, celles qui sont listées. Donc on comptabilise désormais à l'actif et on amortit des frais de développement. Ce sont exactement les mêmes critères que pour, le PCG. On active et on amortit les frais de création de site internet, ainsi que les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte liés à l'acquisition d'actifs. On comptabilise désormais obligatoirement en charge les frais de constitution, de transformation et les frais d'établissement. Le crédit bail et contrat assimilé, donc notez ce changement de vocable d'ailleurs, on parle de crédit bail et contrat assimilé et plus du tout de location financement. Tous ces contrats-là sont inscrits maintenant obligatoirement au bilan du preneur. Donc on comptabilise un actif en contrepartie d'une dette. Les coûts d'emprunt, les frais d'émission d'emprunt sont à étaler maintenant obligatoirement sur la durée de vie de l'emprunt. Les frais d'augmentation de capital sont maintenant obligatoirement imputés directement en capitaux propres et les opérations de cession bail sont obligatoirement éliminées. Merci, merci. Mais en synthèse, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le avant et après ou les évolutions en termes de méthode, de préférence et d'options qui étaient possibles? Alors auparavant, les engagements de retraite, par exemple, c'était une méthode préférentielle de les comptabiliser. Ça reste maintenant juste une option. On peut choisir soit de les comptabiliser, soit de les laisser en engagement hors bilan. Une méthode optionnelle, autre méthode optionnelle, les subventions d'investissement. On peut maintenant choisir soit de les comptabiliser en capitaux propres et de les étaler, soit de les mettre mais directement en produit en une seule fois. Et là, ce retraitement, cette option fait écho à la fin du rattachement des produits et charges qui est une méthode spécifiée, qui est un principe spécifié par ce nouveau règlement. Une méthode qui est supprimée, celle dont parlait Paul tout à l'heure, c'est les écarts de conversion qui auparavant étaient à comptabiliser en résultat. On comptabilisait en résultat les écarts de change, les gains de change latents ou les pertes de change latents, ainsi que la provision pour perte de change. Désormais, il faut rester aligné sur le PCG et les garder en position bilancielle. Donc là, on attire votre attention sur toutes les filiales étrangères de groupes qui n'ont évidemment pas cette comptabilisation et qui étaient plutôt alignés comme nous sur le 9902 ou comme on faisait en IFRS et qui les comptabilisaient en résultat. Désormais, il faut bien les sensibiliser pour qu'elles gardent cet impact en bilan.
petit aparté technique, pratique, qu'est-ce qu'on fait de l'extourne de ce retraitement à l'ouverture? Alors, la question pour les écarts de conversion actifs comme pour la provision pour perte de change ne se pose pas parce que l'extourne se net entre les deux. La question reste entière pour les écarts de conversion passifs. Comment on extourne l'ouverture? Comme c'est une application prospective, on serait tenté de la passer en résultat. Or, il est bien spécifié que le retraitement des écarts de conversion ne doit plus avoir d'impact résultat. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on fait du rétrospectif? Mais cette méthode, ce retraitement n'est pas spécifié dans les 4 exceptions à l'application prospective du nouveau règlement. Donc, le législateur a été saisi de cette question. On espère qu'il va revenir vers nous très vite. Nous pensons, nous personnellement, mais ça n'engage que nous, que ça serait un impact résultat pour neutraliser l'impact résultat de l'année dernière. Et enfin, une méthode de préférence qui est supprimée et donc qui devient une option, la comptabilisation des contrats à long terme. On a le choix de les mettre soit à l'avancement, soit de les comptabiliser soit à l'avancement, soit à l'achèvement. Il n'y a plus de préférence qui était avant à l'avancement. Merci, merci Claire de ces éclairages. Ça, c'était pour le fond. Maintenant, sur la forme, il y a également quelques évolutions, si j'ai bien compris, en termes de présentation du bilan notamment. Oui, en effet, il y a quelques modifications, notamment donc les écarts d'acquisition qui auparavant étaient une ligne à part, un poste à part du bilan. Désormais, les écarts d'acquisition sont insérés dans les IMO incorporels. Autre changement, les impôts différés actifs et passifs qui pouvaient, on en voyait peu, mais qui pouvaient être des postes à part, sont désormais intégrés dans le poste autres créances et comptes de régularisation pour les IDA et autres dettes et comptes de régularisation pour les IDP. Donc désormais, c'est inséré dedans. Et enfin, dernière modification donnée par l'ANC, maintenant, on mettrait sur une ligne, une seule ligne, les réserves et le résultat consolidé. Alors attention, cette présentation a été donnée à titre indicatif par le nouveau règlement. Si vous avez des postes significatifs à mettre en plus, il est tout à fait possible de le faire. Qu'en est-il pour le compte de résultat? Alors, le compte de résultat change un peu plus. La principale modification vient du fait que le résultat d'exploitation est désormais splitté en deux. On a un résultat d'exploitation désormais avant dotations, amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition et un résultat d'exploitation après dotations, amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition. Donc la ligne DAP des écarts d'acquisition qui avant était en bas dans le compte de résultats sur la gauche du slide vient maintenant s'insérer à l'intérieur du résultat d'exploitation. Et une autre notion qui disparaît, c'est un sous-total qui n'avait pas forcément beaucoup d'utilité, c'est le résultat courant des entreprises intégrées. Ce sous-total-là disparaît. Petite précision aussi, avant on donnait le résultat par action pour chaque groupe. Désormais, ce n'est demandé que pour les sociétés cotées Euronext Growth. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que pour les annexes, on doit attendre également quelques changements? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est là qu'il y aura le plus de changements, parce qu'il faut reprendre non seulement tous les principes comptables français du PCG, il faut reprendre toutes les méthodes, toutes les mentions obligatoires mentionnées et demandées par le PCG, et y rajouter des informations complémentaires sur des postes ou des méthodes spécifiques à la consolidation, notamment sur les écarts d'acquisition, les crédits baux et contrats assimilés, les engagements de retraite et les options achat-vente de titres pouvant induire un changement dans le périmètre. Et enfin, autre changement à insérer dans les annexes, ça touche l'information sectorielle. Pour tous les groupes, il va falloir renseigner une ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par zone géographique. L'ANC ne spécifie pas de seuil d'information, donc tous les groupes doivent le faire. Et maintenant, juste pour les sociétés dont les instruments sont cotés sur Euronext Growth, il faut préciser le résultat d'exploitation après DAP des écarts d'acquisition, ainsi que les immobilisations, donc à ventiler aussi par secteur d'activité et par zone géographique.
Parfait, merci beaucoup pour ces éléments de consolidation française. Je voudrais prendre quelques minutes pour clore ce chapitre, pour aborder les quelques nouveautés en matière d'IFRS qui sont souvent liées, bien évidemment, aux notions de consolidation. Paul, peux-tu rapidement nous parler des nouveautés en matière de contrat de location et d'IFRS 16? Oui, on va vous présenter avec Jean-Stéphane. Justement, donc, on a juste focusé sur deux évolutions, donc IFRS 16, contrat de location, et IAS 19 sur la PIDR. Donc, l'IFRS 16, juste un petit rappel, voilà, on activait le droit d'utilisation donc de la chose louée en contrepartie d'une dette des loyers futurs à payer actualisés. Et comme l'a présenté Carole dans les points sociaux, il y a eu, du fait du Covid, il y a eu des reports d'échéance ou des abandons de loyers. Et l'IFRS 16 prévoit désormais donc a permis de prolonger des dispositions de l'amendement initial relatif aux concessions de loyers. C'est-à-dire que tous les loyers qui étaient initialement applicables au 30 juin 2021, on va pouvoir le prolonger jusqu'au 30 juin 2022 et on va pouvoir constater cet allègement, ces abandons ou ces reports d'échéance, on va pouvoir constater ces allègements directement en compte de résultat et non pas comme une modification de contrat. Donc ça, c'est un traitement exceptionnel du fait de cet amendement. Il y a 3 conditions toutefois à respecter. Donc une révision sensiblement identique à la contrepartie initiale du contrat, que les loyers soient dus avant le 30 juin 2022, bien évidemment, et surtout, et c'est ça qui demande une analyse, qu'il n'y ait aucun autre changement substantiel dans les autres termes du contrat. C'est-à-dire que l'économie que vous avez fait avec l'abandon de loyer ou avec le report d'échéance, il faut que ça soit uniquement celui-là qui puisse impacter positivement donc votre PNL en IFRS. Jean-Stéphane, peut-être en matière d'IAS 19 et d'engagement de retraite? Oui, effectivement, donc sur l'engagement de retraite et notamment le cas des régimes plafonnés, l'IFRS IC s'est prononcé sur la comptabilisation et la méthode utilisée. Donc, pour faire bref, auparavant, on comptabilisait linéairement l'engagement de retraite entre la date de l'embauche du salarié et sa date prévisionnelle de départ en retraite. Sauf que l'IFRST a dit non, non, c'est pas tout à fait comme ça qu'on devrait faire. Vous devriez comptabiliser non plus depuis la date d'embauche, mais à partir de la date où le salarié acquiert son droit à partir à la retraite. Donc concrètement, on va décaler un petit peu dans le temps le moment du départ de la provision. C'est ce qu'on a remis sur le petit schéma là. C'est des décisions récentes parce qu'en IFRS, on attend ce changement de méthode au 31 décembre 2021. Et l'ANC s'est prononcé très récemment en novembre 2021 pour dire que les deux méthodes sont applicables dans les comptes français. Donc, si vos sociétés comptabilisent l'engagement de retraite dans ces comptes français, soit vous restez sur l'ancienne méthode telle qu'elle était possible, soit vous vous alignez un petit peu plus par rapport à la règle IFRS, sachant que principalement peut-être vous appartenez à des groupes et donc faire deux méthodes de calcul, ça peut être compliqué. Ce traitement, donc ce changement de comptabilisation va avoir un impact dans vos capitaux propres. Donc à suivre, on a déjà eu des questions et les actuaires ont déjà mis en place une nouvelle méthode de calcul pour tenir compte non plus de la prévision d'embauche, mais de la période à laquelle les droits commencent à être acquis par le salarié. Merci. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les contrats qui sont concernés, Jean-Stéphane? Alors, c'est essentiellement effectivement les contrats issus des conventions collectives pour lesquels l'indemnité de retraite sera plafonnée à un certain nombre de mois en fonction des années d'ancienneté. C'est le cas par exemple des cadres de la métallurgie, c'est le cas aussi dans l'industrie pharmaceutique, entre autres essentiellement, mais beaucoup de contrats peuvent être concernés, notamment en France. Merci, merci beaucoup. Voilà que se clôt le chapitre consolidation qui concerne surtout les groupes. Merci à Claire, Paul
Et Jean-Stéphane, bien évidemment, tous nos experts en matière de consolidation sont à votre disposition pour répondre à vos questions dans cette actualité un petit peu chargée. Je voudrais maintenant revenir au cœur de nos entreprises, la matière sociale. Voilà bien une matière d'importance qui a été, sur laquelle il y a eu beaucoup de mouvements cette année dans un contexte législatif qu'on va qualifier d'offensif, où le gouvernement a essayé de conjuguer incitation à l'embauche des plus jeunes, prendre en compte bien évidemment le contexte Covid, le pouvoir d'achat et puis maintenant l'inflation naissante. Donc c'est à ce titre que je vais passer la parole à Éric Boulet, associé chez PKF, et Valérie Pasquier, qui vont commencer par nous présenter le dispositif 2021 en matière de prime PEPA. Merci Franck, bonjour à tous. Effectivement avec Valérie, on va balayer, enfin pas balayer, on va approfondir 6 sujets d'actualité sociale qui concernent tout type d'entreprise, toute taille. Donc le premier dispositif, ça va être la PEPA. La PEPA, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, exceptionnelle même si elle existe depuis la fin de l'année 2018. Cet été a été votée la loi de finances rectificative pour 2021 et elle réinstaure donc la PEPA. La PEPA, qu'est-ce que c'est? C'est une prime exonérée de cotisations sociales et fiscalement non imposable pour les salariés. La PEPA a un plafond de 1 000 € pour toutes les entreprises et pour tous les collaborateurs dont leur rémunération est inférieure à 3 SMIC. 3 SMIC, ça fait 4 768 € par mois ou environ 57 000 € par an. Il faut proratiser cette base pour les salariés à temps partiel. Le plafond peut être de 2 000 € dans 4 cas. Soit l'entreprise a un effectif inférieur à 50 ETP, soit il s'agit d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, ou alors l'entreprise a mis en place un contrat d'intéressement ou le mettra en place d'ici le 31 mars 2022. Quatrième cas, qui permet aussi de bénéficier d'un plafond augmenté à 2 000 €, concerne les entreprises qui ont mis en place un accord de valorisation des travailleurs de la seconde ligne. Ce dispositif PEPA est applicable depuis le 1er juin 2021 jusqu'au 31 mars 2022. Pour mettre en place la PEPA, vous avez la possibilité soit de rédiger une décision unilatérale de l'employeur ou alors de mettre en place un accord d'entreprise ou un accord groupe. La prime, après, peut être modulée en fonction de la rémunération, la classification, la durée contractuelle du temps de travail, la présence effective dans l'entreprise, sachant que les absences maladie et maternité ne doivent pas être retraitées. Un point essentiel, on parle bien de prime exceptionnelle, donc ça ne se substitue pas à un élément de la rémunération, sous peine d'être mise en cause dans le cadre d'un contrôle URSSAF et donc de risquer de devoir les cotisations exonérées. Concernant la comptabilisation de la PEPA, si la prime a été versée avant la clôture, elle est déductible de votre bénéfice fiscal. Si par contre vous ne l'avez pas versée, mais que vous avez pris un engagement ferme et implicite de la verser à vos collaborateurs d'ici le 31 mars 2022, ou alors que vous avez déjà rédigé un accord d'entreprise mais qu'il n'a pas été appliqué, vous avez la possibilité de provisionner la PEPA à la clôture de votre exercice. Merci Eric. Sur le thème des aides à l'embauche, Valérie, peux-tu nous parler du dispositif mis en place concernant l'aide à l'embauche des alternants? Parfaitement. Donc, nous retrouvons 2 types d'aides à l'embauche en alternance. Un premier dispositif qui est relativement récent, puisqu'il fait suite au décret du 29 octobre 2021 et concerne les demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation. Donc, quelles sont les conditions requises pour que vous puissiez bénéficier de cette aide? Il faut que le salarié embauché soit âgé d'au moins 30 ans pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022. Au-delà de cette date,
plus aucune condition d'âge ne vous sera demandée, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Le salarié doit être inscrit comme demandeur d'emploi, tenu d'accomplir des actes de recherche d'emploi, et ce pendant 12 mois au cours des 15 derniers mois. Et il doit aussi préparer un diplôme ou un titre professionnel équivalent au niveau maximum 7, à savoir un bac plus 5 ou un master. Le montant de l'aide est de 8 000 € qui sera versé la première année d'exécution du contrat de travail. Aucun formalisme pour vous, c'est l'OPCO qui réalise les démarches administratives et le Pôle emploi sera en charge du versement de cette aide. Merci Valérie. Oh, excuse-moi, la seconde aide, nous la connaissons déjà, puisqu'elle a été mise en place en juillet 2020 et a été prorogée jusqu'en juin 2022. Donc, elle concerne l'embauche, alors plus particulièrement des jeunes en alternance, c'est-à-dire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Le montant varie suivant l'âge du salarié, à savoir 8 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs et 5 000 € pour les mineurs, excusez-moi. Merci Valérie, désolé de t'avoir Non, interrompu. c'est moi. Mais j'étais impatient de passer à une autre bonne nouvelle, Eric, car je crois que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déplafonnement des aides, qu'elles soient sociales ou fiscales, dans le contexte Covid. Oui, merci Franck. Effectivement, tu l'avais rappelé en préambule sur l'actualité sociale, le législateur a vraiment essayé d'aider les entreprises. Initialement, lorsqu'il y a eu un dispositif d'aide, d'exonération des cotisations sociales et d'aide au paiement, le législateur avait prévu que ces aides se cumulaient avec le fonds de solidarité jusqu'à un plafond d'1,8 million. Récemment, et c'est pour ça que c'est très important, je vous remercie de bien suivre ce point. Donc récemment, on a eu en fait le bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 septembre 2021 qui a indiqué que les aides Covid-1, Covid-2 ne rentraient pas en compte dans le calcul de ce plafonnement. Et ça a été confirmé par un décret du 29 octobre 2021 qui confirme qu'effectivement, les aides Covid-1 et Covid-2 ne rentrent pas en ligne de compte par rapport au plafonnement. On ne parle pas des aides Covid-3, mais il est bien entendu que Covid-3 est également concerné par cette mesure intéressante. Donc, pour faire simple et très rapide, vous devez, si vous êtes effectivement une entreprise qui, au début de la crise, a rencontré des difficultés du fait de la pandémie et qui est une entreprise qui n'a pas licencié, et donc une entreprise qui n'a pas licencié car elle a bénéficié des aides, donc vous pouvez dorénavant et avant le 31 décembre 2021 procéder via vos DSN aux demandes d'indemnisation que vous n'aviez pas demandé précédemment, pensant que vous aviez atteint le plafond. Voilà, le sujet est technique et je vous encourage quand même à vous rapprocher des équipes en social pour traiter ce point. Alors, comme je vois qu'Eric se réserve un petit peu les bonnes nouvelles en matière sociale, je ne voulais pas te laisser sans pouvoir en annoncer une, Valérie, une de plus. Parmi les nouveautés 2021, il est celle de l'indemnité inflation au bénéfice de nos salariés. Qui sont les salariés éligibles dans ce dispositif ? Alors, il s'agit d'un sujet d'actualité, puisque l'indemnité d'inflation a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 24 novembre, après avoir été recalée par le Sénat. Donc, en quelques mots, tous les salariés de plus de 16 ans, résidant en France et titulaires d'un contrat de travail, peuvent bénéficier d'une indemnité inflation de 100 €. Si, bien sûr, la moyenne de leur rémunération sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 est inférieure à 2 600 € brut. Donc, cette prime sera versée pour la majorité des salariés en décembre 2021. Quelques exceptions pour certaines catégories telles que les employés de maison, dont le versement devrait intervenir à partir de janvier 2022. Alors, une question, et c'est la question principale sur le sujet, qui versera cette prime? Alors, c'est le point le plus sensible du dispositif. Il n'y a pas de difficulté lorsque nous sommes sur des salariés mono-employeurs dont le contrat de travail est toujours actif en octobre. C'est l'employeur principal. Mais les choses se compliquent un petit peu pour les salariés multi-employeurs ainsi que les nouveaux embauchés sur les mois de novembre et décembre. Le principe voudrait que l'employeur principal verse l'indemnité de 100 € qui serait compensée sur les cotisations sociales du mois suivant.
Alors attention, comme je vous le disais, sujet d'actualité et nous sommes toujours dans l'attente du décret d'application pour vous en donner un peu plus d'informations sur le fonctionnement. Merci, merci Valérie. Alors, pas au titre des bonnes nouvelles, mais parfois des Ah, points d'attention qui peuvent nous faire économiser un petit peu de sous. Est-ce que tu peux nous faire quelques rappels concernant mmh. l'AGFIP? Ah oui, l'AGFIP. Nous souhaitons vous sensibiliser sur un point qui peut avoir des conséquences financières importantes. Si aucune action n'est menée, il s'agit de la contribution AGFIP. Donc, pour rappel, le principe, toutes les entreprises occupant au moins 20 salariés est tenues d'employer des travailleurs en situation de handicap à proportion de 6% de son effectif. Si vous ne satisfaisez pas cette obligation, vous êtes contraint de verser une contribution qui varie suivant votre effectif entre 400 et 600 fois le SMIC par unité manquante. On pourrait se dire, ah, nous payons et nous en parlons plus. Eh bien non, pas si simple, car il existe une surcotisation égale à 1500 fois le SMIC si vous n'avez mené aucune action au cours des 3 années précédentes l'année d'exigibilité. Alors, quelles sont les dispositions à mettre afin d'éviter cette surcotisation? Vous pouvez embaucher un ou plusieurs salariés en situation de handicap, passer des contrats de sous-traitance, de fourniture ou de prestation de services avec une entreprise adaptée ou du secteur protégé, ou enfin conclure un contrat collectif prévoyant la mise en œuvre d'un programme en faveur des travailleurs handicapés. Donc, nous vous encourageons vivement à agir rapidement afin d'éviter cette surcotisation. Merci, merci Valérie. C'est un point effectivement d'attention tout particulier. Eric, pour conclure cette partie sociale, à tout seigneur, tout honneur, peux-tu nous parler un petit peu des bons d'achat et des chèques cadeaux? Oui, merci Franck. Effectivement, jusqu'à très récemment, en fait, les entreprises, les employeurs pouvaient verser aux collaborateurs des chèques cadeaux dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce qui faisait 171 €. La mesure vient d'être annoncée et donc maintenant, vous avez la possibilité, jusqu'à la fin de l'année, de faire des chèques cadeaux à hauteur de 250 € pour vos collaborateurs, sachant que ces chèques cadeaux sont exonérés de cotisations sociales. Merci Eric, merci Valérie pour toutes ces précisions en matière sociale, bien utiles dans ce contexte chahuté. Je sais que vous êtes extrêmement sollicités et au bénéfice de nos clients que j'invite à contacter donc nos équipes s'il était besoin d'éclairage supplémentaire quant à cette matière toujours complexe. Pour finir notre présentation et notre conférence, nous allons parler de quelques sujets d'actualité en matière juridique. Et donc, j'ai la chance à mes côtés d'avoir Alexandra Limberger et Karim également que je peux voir en visio. Donc, nous allons commencer par un sujet d'actualité qui est celui des assemblées générales digitales, effectivement, comme nous le sommes aujourd'hui ensemble. La digitalisation a pris le pas et aussi en matière d'assemblée générale. Donc Karim, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Donc effectivement, je souhaitais vous présenter rapidement une option intéressante dans le cadre de la situation actuelle, situation sanitaire actuelle, avec la mise en place d'un process d'assemblée générale digitale. Je voulais juste dans un premier temps vous faire un petit rappel sur le contexte, puisque les autorités nationales ont mis en place un process dérogatoire sur 2020-2021 avec un texte donc, du 31 mai 2021 qui autorisait la mise en place d'assemblées générales digitales jusqu'au 30 septembre 2021, sachant qu'il faut savoir que les modalités de convocation des assemblées générales donc, sont définies par les statuts d'une entreprise. Donc, si effectivement vous souhaitez mettre en place un process similaire donc d'assemblée digitale pour l'année prochaine, il sera nécessaire donc d'envisager une modification statutaire et donc de réaliser des formalités juridiques associées de publication et d'enregistrement des statuts au niveau du RCS. Mais qu'en est-il d'un point de vue pratique dans sa mise en œuvre? Oui, tout à fait, Franck. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les solutions qui existent en matière d'assemblée générale digitale
pour en premier lieu l'intérêt d'avoir, disons, de sécuriser le déroulé de l'ensemble du process des AG. Il s'agit d'un process 100% digital qui va de la convocation jusqu'à l'envoi du procès-verbal, donc qui acte les décisions retenues dans le cadre des assemblées. Ce type de solution peut s'appliquer pour toute typologie d'assemblée, qu'elle soit ordinaire, extraordinaire ou mixte. On a de façon similaire la possibilité d'avoir un vote par anticipation, ce qui correspond au vote par correspondance à l'heure actuelle. Le vote par procuration est également possible. Un point intéressant dans ce type d'outil, c'est que vous avez la possibilité de gérer de façon anticipée des questions liées à l'ordre du jour ou à des résolutions qui pourraient être traitées dans le cadre des assemblées et également en cours d'assemblée. Les outils prévoient également la gestion des quorums par rapport justement aux décisions qui sont prises lors des assemblées et permettent également d'obtenir des résultats de façon instantanée. Alors, mon avis général sur la mise en place de ce type de situation, de solutions techniques, c'est qu'effectivement, comme tu disais en introduction, Franck, c'est l'avenir. Ça, c'est un premier élément. Et le second, c'est qu'à l'heure actuelle, la situation sanitaire étant, disons, encore un peu floue, ces derniers jours en particulier, je pense que pour les entreprises qui ont un nombre important d'actionnaires ou pour lesquels les actionnaires sont, disons, éclatés géographiquement, voire même présents à l'étranger, il va être nécessaire de réfléchir à la mise en place de ce type de solution. Et sachez qu'effectivement, au niveau de PKF Arcilon, nous pouvons tout à fait vous accompagner sur la mise en place de ce process. Merci beaucoup Karim. Juste à destination de nos participants, par correction, je voulais vous annoncer que par rapport à notre timing, nous avons environ une dizaine de minutes de retard. Je vous prie de nous en excuser pour clôturer donc cette conférence. Je vais passer maintenant la parole à Alexandra pour que de façon toujours utile, tu puisses nous faire un rapide rappel quant aux obligations liées au dépôt des comptes annuels. Je te remercie, Franck. Bonjour à tous. On a souhaité vous faire un petit rappel sur le dépôt des comptes que vous connaissez parfaitement bien. On est actuellement en période de relance et de contrôle de cohérence des greffes des tribunaux de commerce. Aussi, ça doit vous parler. Aujourd'hui, le dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce est obligatoire pour l'immense majorité des sociétés françaises. Les sociétés commerciales telles que les SA, SAS, SARL, sociétés d'exercice libéral, etc., à l'exception donc des sociétés civiles et des sociétés étrangères. Le délai pour déposer les comptes est d'1 mois après la tenue de l'Assemblée générale d'approbation des comptes, celle-ci ayant 6 mois pour se tenir après la clôture des comptes. Et le délai de dépôt des comptes est porté à 2 mois en cas de dépôt dématérialisé sur Infogreffe, ce que les équipes juridiques de PKF Arcilon pratiquent de plus en plus pour leurs clients. Aujourd'hui, l'absence de dépôt des comptes est assortie de 2 types de sanctions. Une sanction pénale. L'absence de dépôt de compte peut être assortie d'une amende de 1 500 € qui sera portée à 3 000 € en cas de récidive et d'une sanction civile dans la mesure où le ministère public peut enjoindre la société au dépôt dans un délai d'1 mois et sous astreinte. Et en fonction des endroits dans lesquels vous travaillez, vous pouvez éventuellement avoir reçu des courriers assez désagréables. L'obligation de dépôt concerne plusieurs documents, les comptes annuels, en premier lieu, éventuellement les comptes consolidés, la résolution d'affectation du résultat et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, ainsi que, si vous êtes éligible, la déclaration de confidentialité. En l'occurrence, sur la déclaration de confidentialité, elle est possible sous des conditions de seuil différents selon la typologie de la société et les ratios. Donc, que vous soyez en micro, petite entreprise ou moyenne entreprise, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez vraiment vous rapprocher des équipes juridiques ou de vos experts comptables ou collaborateurs pour qu'on puisse vous renseigner. Et donc, elle est très, très bien, cette déclaration de confidentialité, mais elle comporte des exceptions qui sont finalement pas si rares que ce que vous souhaiteriez tous, et notamment pour les sociétés qui appartiennent à un groupe ou quelques exceptions comme les établissements bancaires ou les sociétés d'assurance.
vous n'êtes pas concerné par la possibilité de déposer une déclaration de confidentialité. On sait actuellement que presque la moitié des dépôts des comptes effectués en 2020 avaient été accompagnés d'une déclaration de confidentialité. Merci beaucoup. Enfin, pouvez-vous nous parler, Alexandra et Karim, des nouveautés liées à l'application de la loi Pacte sur 2021? Oui, avec plaisir. Moi, je vais vous parler d'abord de la création du registre national des entreprises dont vous avez peut-être entendu parler ou pas. On va l'appeler très vite le RNE. Et donc, ça intervient, comme tu le disais, Franck, suite à la loi Pacte de 2019 qui avait institué un guichet unique électronique qui n'est pas encore en application. La tenue du RNE a été confiée à l'INPI et l'entrée en vigueur est le 1er janvier 2023, c'est dans un an, ça va arriver très très vite. Le RNE va se substituer ou se juxtaposer au RCS. On a une substitution pour certains registres qui vont disparaître, tels que le répertoire des métiers, le registre de l'agriculture, et il va se juxtaposer pour les commerçants et les professions libérales notamment. Le RNE va recevoir exactement la même chose que le RCS ou les greffes de tribunaux de commerce, c'est-à-dire le dépôt des comptes dont on parlait précédemment et toutes les formalités qui vont intéresser les entreprises, de la constitution à la fin des sociétés, et le dépôt et la mise à jour des bénéficiaires effectifs auxquels vous avez également été tous confrontés. À terme, toutes les données qui figurent au RNE seront en accès libre et gratuit. Aujourd'hui, ce ne sont pas des sites forcément officiels, mais vous pouvez tous les retrouver, hormis les documents qui sont couverts par la déclaration de confidentialité. Et les sanctions sont assez lourdes. Pour la transmission d'indications inexactes ou incomplètes au RNE, il y aura une amende de 4 500 € et un emprisonnement de 6 mois. Donc, on est bien sur le cas d'un délit pénal, ce qui est beaucoup plus important. Voilà pour ma partie. À toi, Karim. Très bien, merci Alexandra. Donc, je souhaitais faire un focus également sur un autre élément d'actualité à partir du 1er janvier 2022 et qui concerne exclusivement les entreprises donc, travaillant au sein du marché intérieur et donc qui réalisent des livraisons intracommunautaires, donc la vente à un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc, la déclaration d'échange de biens va être supprimée au 1er janvier et remplacée par 2 déclarations. Alors, la première, c'est la déclaration d'enquête statistique qui permettra, disons, au service des douanes d'avoir des données relatives au commerce extérieur. Il faut savoir que les entreprises qui sont redevables de cette déclaration vont recevoir d'ici la fin de l'année, donc d'ici quelques jours, un courrier de la part du service des douanes leur expliquant le fonctionnement et leur confirmer leur redevabilité. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les entreprises qui devront répondre à la déclaration en 2022 sont celles qui, effectivement, ont déposé une DEB en 2021. Le deuxième élément, la deuxième déclaration qui s'intègre et substitue à la DEB, c'est l'état récapitulatif de TVA. Donc, cet état existait préalablement, il était référencé à l'article 289 B du Code général des impôts, mais était spécifiquement intégré à la DEB. L'objectif de cet état récapitulatif, c'est de vérifier le respect par les entreprises des règles de TVA intracommunautaires et il sera régi donc par le service des impôts. Donc les entreprises devront y répondre de façon spontanée et sur une base mensuelle. Alors ce qu'il faut savoir concernant ces 2 déclarations, et c'est très important, c'est que le non-respect des déclarations peuvent amener à des contrôles fiscaux et douaniers et ça fait lien directement avec la réforme de 2020 sur les quick fixes ou solutions rapides. Alors, j'entre pas plus dans le détail parce que ça ne concerne pas nécessairement l'ensemble des sociétés présentes, mais on reste à votre disposition pour plus d'informations. Et le dernier élément d'actualité sur lequel je souhaitais vous présenter, c'est concernant la facturation électronique. Puisqu'effectivement, la facturation électronique, c'est un principe et une obligation dont on parle depuis un certain temps et il y a un report qui vient tout juste d'être décidé par l'État, puisqu'effectivement, toutes les entreprises seront soumises à l'obligation de la réception de factures à partir du 1er juillet 2024. Par contre, concernant la transmission des factures électroniques, il y a un échelonnement en fonction de la taille et la typologie d'entreprise. Donc, on est sur une base 1er juillet 2024
pour les grandes entreprises et les groupes. 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire, donc les ETI, et le 1er janvier 2026 pour les PME et micro-entreprises. Je souhaitais vous rappeler également que pour les entreprises qui travaillent avec le secteur public, il est déjà actuellement obligatoire de transmettre vos factures sous format électronique et généralement, ça se passe par la plateforme Chorus. Donc voilà de mon côté les éléments d'actualité que je souhaitais vous présenter. Et Franck, je te repasse la parole. Merci beaucoup Karim, et je vous remercie donc tous et toutes pour ces interventions qui, je crois, vont être fort utiles pour la préparation de notre clôture, de nos clôtures annuelles, et je pense au bénéfice des 270 personnes qui nous ont fait l'honneur de se connecter à cette WebEx. Je vous invite à rester encore quelques minutes pour qu'on puisse vous délivrer par lien les contenus de cette présentation, tout en ajoutant que, bien évidemment, les personnes qui sont affichées ici ou vos équipes en proximité sont à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Je vais juste, avant de clore cette conférence, prendre quelques minutes pour répondre à 3 questions qui nous ont été posées par l'intermédiaire du chat. Donc, première question concernant les jetons de présence. Des jetons de présence peuvent-ils être versés si la société bénéficie d'un PGE? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Carole ou Jean-Stéphane? Oui, tout à fait, je peux répondre à cette question. Alors, les jetons de présence, c'est une forme de rémunération au final des dirigeants. On sait que pendant la crise sanitaire, de nombreux dirigeants ont refusé de percevoir leur rémunération. On pense par exemple au directeur général de Suez, M. Bertrand Camus. Mais en somme, étant donné que ça correspond à un élément de rémunération des dirigeants et que ce n'est pas un surplus, je ne pense pas qu'il y ait de problème à verser des jetons de présence, même si l'entreprise a souscrit à un PGE. Merci Carole. Autre question complémentaire, plus côté consolidation. Qu'entend-on par les contrats assimilés au crédit bail? C'est effectivement une notion que vous avez évoquée. Est-ce que les contrats de location longue durée en font partie? Alors, je vais vous donner on va dire un arbre de décision pour répondre à cette question. Les contrats assimilés au crédit bail ou les locations de longue durée, il y a 3 critères à prendre en compte. Donc, est-ce que le contrat prévoit le transfert de propriété au terme de la durée du bail sur option? Et est-ce que les conditions d'exercice de l'option sont telles que le transfert de propriété apparaît donc hautement probable à la date de la conclusion du bail, enfin au début du bail? Le deuxième point, c'est est-ce que la durée du bail recouvre l'essentiel de la durée de vie du bien? Et le troisième, c'est est-ce que la valeur actualisée donc des paiements, elle est proche de la valeur vénale? Donc, à partir de ces 3 questions-là, vous pouvez voir si justement vos contrats de LDD est assimilable et devrait être traité comme un contrat. Merci Paul. Et maintenant, en matière sociale, Eric, Valérie, vous m'avez parlé de la prime inflation. Vous avez évoqué le critère d'éligibilité de 2 600 € par mois. Est-ce que, en moyenne, est-ce que ça inclut le variable et le fixe ou pas? Valérie, tu es en mute, hein. Excusez-moi. Je vous confirme que les 2 600 € est constitué des éléments de salaire brut variables qui sont en haut de bulletin de salaire. Alors, pendant qu'on avait cette conférence, eh bien, comme quoi la matière sociale est une matière mouvante, puisque le décret concernant l'indemnité d'inflation vient d'être publié. Donc, nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce sujet. Si vous avez des questions, pas de problème. Merci Valérie pour maintenir un petit peu de suspense. Merci à tous, merci de ces réponses. Ainsi s'achève notre conférence Arrêté des comptes. Je crois que nous avons atteint notre objectif en environ 1h30, ensemble, pouvoir préparer nos clôtures annuelles. Vous allez recevoir par un lien le contenu
de la présentation qui vous a été faite, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous parce que c'est une première et on aimerait avoir votre retour sur notre présentation. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt parce qu'on ne compte pas en rester là. Sachez que nous sommes en train d'organiser des conférences loi de finances que l'on espère pour la prochaine fois pouvoir faire en physique si les conditions sanitaires le permettent, parce qu'on a eu quelques commentaires pour savoir si on était capable d'offrir le café ou les petits fours à l'issue de notre conférence virtuelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très vite au mois de janvier pour une conférence en proximité sur la loi de finances. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une belle clôture 2021. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.